Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde deux représentants des grands comptes de la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines et trois entrepreneurs de la zone. Le troisième arrive, il est en train de se garer. Donc j'ai Madame Sanchez qui représente, qui est responsable des achats au Crédit Agricole sur Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est bien. Acheteuse. Achats généraux du Crédit Agricole. Madame Campano qui a créé sa société B2C de conciergerie sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Monsieur Eva de la société Alteralty, on prend celle-là, d'accord. À Realty, donc pareil sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et Monsieur Petit qui était responsable de site de Thales sur la zone. Oui, le micro en fait il est pour la caméra. Donc il est... donc je vais commencer par une première question qui paraît à peu près évidente, mais quel est l'avantage pour nous, qui sommes peut-être plus petits, à travailler avec des grands comptes? Bonjour à tous, donc je ne vais pas me représenter puisque c'est déjà fait. Donc je dirige une conciergerie d'entreprise et pour moi, travailler avec les grands comptes sur le territoire aujourd'hui, pour une TPE, c'est une question de notoriété et une question aussi de référencement. Il ne faut pas être démagogue, mais on a besoin aujourd'hui d'être connu sur le territoire quand on crée son entreprise. Donc ce n'est pas évident de pouvoir aller à l'avant des grands comptes. Il faut connaître effectivement les meilleures démarches. Et je dirais qu'il faut se faire une force de pouvoir arriver à toucher les beaux interlocuteurs. Voilà. Pour ma part, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, Christophe le voit peut-être d'une autre manière. Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, je dirais que l'intérêt de pouvoir travailler avec un gros groupe, c'est bien évidemment, la première chose, c'est l'image, bien évidemment. La seconde chose, c'est aussi de faire du business. Parce que comme vous savez, des TPE, il y en a plein, mais on ne peut pas faire du business avec toutes les TPE. Et là où il y a le boulot, notamment quand on travaille en sous-traitance, c'est essentiellement les grands groupes qui l'ont. Donc forcément, quand on crée son entreprise, les premières sociétés avec qui on a envie de travailler, c'est avec les grands groupes, avec les difficultés que ça pose en termes de référencement. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Peut-être qu'on attend tout de suite la question, puisque c'est une question qui vient régulièrement. C'est une question qui vient régulièrement, c'est la question du référencement. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que c'est le blocage, le point bloquant pour nous qui sommes petits. On ne peut pas travailler avec des grands groupes parce que nous ne sommes pas référencés. Et d'ailleurs, certains interlocuteurs de grands groupes vont tenir cet argument face à nous. Mais est-ce un vrai argument? Et est-ce qu'on peut passer outre? Et est-ce qu'on a besoin d'être référencé pour réellement travailler avec les grands groupes? Je ne vais pas me déployer, mais oui et non. Dans le sens où, effectivement, moi, mon but, je suis à la direction des achats groupe Crédit Agricole, donc pour l'ensemble des filiales du groupe Crédit Agricole. Donc, effectivement, quand je référence un fournisseur, mon objectif, c'est de faire la publicité au sein du groupe. Puis, on se rend compte, le monde est petit, en fait, et on se rend compte soit par métier, par périmètre, donc la banque, le métier de la banque. Moi, je suis au niveau des achats généraux, donc en fait, ce n'est pas purement du métier de banque, mais j'achète, voilà. Donc, j'ai fait un appel d'offres conciergerie. Donc, ça m'intéresse, voilà, les bijoux, etc., pour mettre dans la boutique de la conciergerie. Donc, c'est vrai que du coup, si le fournisseur est référencé, j'en ai déjà un certain nombre, je ne vais pas forcément aller chercher ailleurs. En revanche, il est important que vous vous fassiez connaître. Parce qu'aujourd'hui, on fait un appel d'offres, on fait du gré à gré aussi en direct, parce que des fois, on a un besoin bien particulier. Et je ne vais pas lancer un appel d'offres national juste pour une petite partie, sur une petite activité. Mais oui, donc le référencement, c'est important parce que vous risquez, si on a déjà un certain nombre de fournisseurs référencés sur ce périmètre-là, de vous fermer la porte en vous disant pour l'instant on sature. Enfin voilà, ça y est, on a 3 à 4 fournisseurs ou un seul, mais ça suffit qui comble l'ensemble de notre besoin. D'abord par équité pour ce fournisseur-là qui a répondu, donc TPE, PME ou grand groupe. On fait appel à ce fournisseur-là. Il m'arrive de rappeler à l'ordre certaines entités du groupe qui font appel à des fournisseurs qui ne sont pas référencés cadres. Donc,
enfin, j'ai rappel à l'ordre dans le sens où je leur demande pourquoi. Ils ne font pas appel aux fournisseurs qui sont référencés. Et parfois, ça tient la route. Donc peut-être que moi, je n'ai pas forcément fait mon travail jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a un fournisseur qui... c'est vrai que sur un appel d'offres, on ne peut pas non plus consulter 50 fournisseurs. Donc à un moment, il faut quand même réduire parce que sinon, ce n'est pas possible, quoi. Enfin, le travail n'est pas illimité là-dessus. Donc du coup, on fait une liste et moi, en tout cas, on s'efforce, une fois que le référencement est fait, voilà, de communiquer au sein des entités, donc au niveau des directions des achats, des prescripteurs, des directeurs, mais après au niveau de colloques. C'est-à-dire que si je vais rencontrer d'autres acheteurs de BNP, de la Société Générale, en général on reste dans des périmètres métiers identiques et on se parle et on se dit voilà, j'ai référencé, il est très bien, tiens je te passe la carte de visite. Tout ça fonctionne. Après, je vous l'accorde, la porte d'entrée n'est pas toujours évidente chez nous. Hein, voilà, donc après, oui, c'est peut-être une autre question. C'est pas une porte, c'est une petite fenêtre. Oui, mais c'est possible. Hein, c'est possible. C'est possible. Juste rapidement présenter, Monsieur Garnier qui vient d'arriver de la société IDEMA, qui est donc un entrepreneur de la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et juste pour préciser, comme vous n'étiez pas là, le micro est juste un micro pour la caméra et non pas un amplificateur de son. Voilà. Et là, on venait de discuter du référencement, savoir est-ce que c'est un vrai point bloquant pour travailler avec les grandes entreprises ou pas. Peut-être, est-ce que Monsieur Petit veut intervenir avant ou C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Comme vous Sinon, on a ouvert une porte là très intéressante, justement sur le fait que la taille de la porte pour rentrer dans une grande entreprise. C'est-à-dire que souvent, on va peut-être, par un moyen de réseau, de connaissances, avoir une micro-ouverture de porte. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le gère? Et qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, qui veut... Je veux bien reprendre. J'avais préparé cette table ronde en commençant déjà sur le premier point. C'est d'abord de se poser la question pourquoi les grands comptes? Vous l'avez déjà fait? Bon, voilà. Super. D'accord. Après, le comment, j'ai envie de dire, il faut... c'est pas plus difficile. Il faut de toute façon aller vers les grands comptes. Voilà, ça c'est déjà la première base. Qu'on soit une TPE, une PME, il faut aller vers les grands comptes. Moi-même, je suis une TPE. Quand une TPE vient me démarcher pour quelle que soit la prestation que ce soit et me demander 500 €, j'ai l'impression qu'on m'arrache un rein. Donc voilà, on est tous pareils, on est tous très près de notre argent. Donc exceptionnellement ça peut arriver, mais ce ne sont pas d'autres TPE qui vont me faire vivre. Donc j'ai besoin des grands comptes, donc c'est eux que je vais voir. Donc j'axe principalement mon action commerciale à destination de ces grands comptes. Et j'ai envie déjà de dire dès le départ, une action vis-à-vis des grands comptes, c'est toujours du commerce. Donc la base, c'est la prospection en fait. Hein. Oui, on va dire que c'est difficile de démarcher des grands comptes, mais en même temps, ils sont engagés dans cette logique-là. Plus ça va, plus on a des grands comptes qui ont signé, je crois, l'équivalent du pacte européen pour développer les relations avec les grandes entreprises, avec les petites entreprises. Il y en a un certain nombre à Saint-Quentin qui le font et qui vous le disent d'entrée, tout de suite. Donc il faut aussi avoir un discours très clair avec ces grands comptes. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de dire qu'on est 30 si on est 10, ce n'est pas la peine de dire 10 si on est 2. Il faut le dire tout de suite. Voilà. Moi, je suis une TPE. Donc on est 3, on est 5, on est 1, voilà. Je fais tant de chiffre d'affaires. Si c'est rédhibitoire, vous me le dites tout de suite, on arrête de discuter. Donc on va gagner du temps. Et le grand compte apprécie cette transparence-là. Après, il y a autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est peut-être plus difficile parce que plus ça va, plus eux aussi croulent sous les normes, les procédures, les règlements, et qu'ils aimeraient peut-être faire travailler plus de TPE, mais ça devient compliqué aussi pour eux. Mais ceci dit, dans ces grands comptes, on a aussi des interlocuteurs qui sont conjoints d'entrepreneurs. Donc ils savent ce que c'est. Donc en fait, ils vont être finalement assez à l'écoute des difficultés qu'on a, des difficultés de trouver des clients, de faire du chiffre d'affaires.
Donc finalement, je ne sais pas si c'est plus compliqué qu'avant, je ne suis pas certain, c'est pas plus facile, c'est différent, c'est différemment compliqué. Voilà. Mais en tout cas, il faut y aller parce qu'il n'y a, y a pas d'autre choix en fait, hein. Peut-être donc Bonjour. Moi, je voulais vous dire comment ça se passait dans les grands groupes. Donc, j'étais directeur de l'établissement d'Elancourt, de Thalès à Elancourt. Et tous les 2 fois par an, on nous réunissait en centrale pour nous chanter des choses. Et dans ces chants, on nous disait tu dois travailler avec les locaux. Donc, il y avait le secrétaire général qui venait et qui disait il faut que tu bosses avec les locaux. Et puis immédiatement après, il y avait le patron des achats central qui disait oui, tu veux travailler avec les locaux, mais il faut surtout travailler dans la procédure et avec moi. Et dans tout ce qui est référencé. Bon, alors il faut savoir vivre avec son tout et son contraire. Ce qui n'empêche que il faut être référencé, c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas référencé, ça peut marcher quand même. Ça peut marcher quand même à partir du moment où vous apportez un service. C'est-à-dire que vous apportez quelque chose où celui qui est en face de vous, il a plutôt intérêt à se faire engueuler de travailler avec quelqu'un qui n'est pas référencé, mais au moins le projet marche. Alors je vais vous donner quelques exemples. Une fois, j'avais fait travailler une entreprise de mécanique qui faisait des petites pièces. Quand on a une pièce qui ne marche pas et qu'il faut l'usiner depuis le vendredi jusqu'au lundi, c'est pas en s'adressant aux centrales qu'on réussit à trouver la pièce qui va bien. Donc, j'avais une entreprise qui était à Rambouillet. Je pense qu'elle n'existe plus parce que le patron est décédé. Mais on s'est adressé à cette entreprise-là et puis on a eu la pièce. Et puis comme on a eu la pièce et qu'ils nous rendaient service et que la pièce allait bien, on s'est débrouillé pour qu'il soit référencé. Et puis comme ça, ils sont passés par le central le coup d'après. Et je les ai vus pendant des années dans les couloirs en train de fabriquer non pas une mais des pièces. C'est des pièces mécaniques, hein, et l'entreprise a été derrière le Carrefour, moi je l'ai déjà dit, derrière le Carrefour à Montesson, à Rambouillet, pardon. Voilà, donc il faut être référencé, oui, mais vous pouvez le devenir au bout d'un moment si vous avez rendu un service, mais un vrai service. Quelque chose qui fonctionne et que le gars était pas obligé de prendre, mais qu'il a pris parce qu'il en avait besoin. Bon, voilà un premier exemple. Et ça a continué bien après que je sois parti à la retraite. D'autre part, moi j'avais envie de faire travailler les locaux. Mais ce n'est pas toujours si facile que ça, de faire travailler les locaux. Et puis les locaux, je vous dis vraiment, il faut rendre service. La deuxième chose, pour que ça marche, c'est s'y retrouver dans toutes les arcanes. Pour se retrouver dans toutes les arcanes de ces entreprises qui vous disent en permanence, il faut que tu sois référencé, il faut que tu redemandes aux centrales, il faut que tu travailles en local, enfin tout et son contraire, il faut que vous ayez des gens qui vous aident. Si vous n'avez pas des gens qui vous aident, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Voilà mon sentiment. Voilà mon sentiment. Après, je peux vous raconter d'autres histoires, si vous le souhaitez. Si vous voulez que je dise autre chose, je dirai autre chose. On va peut-être voir, oui. Merci. Par rapport justement, Christophe, à la partie se faire aider. Comment, c'est quoi se faire aider? Par qui, comment et comment on trouve ces personnes-là en fait? Alors, je rebondis un peu sur ce que disait Jacques. Effectivement, ce qui est important, c'est vraiment de proposer un service complémentaire à très forte valeur ajoutée et effectivement de pouvoir tomber sur les bonnes personnes que vous connaissez à travers le réseau pour pouvoir enclencher une première démarche, proposer vraiment un service à valeur ajoutée. Et en général, comme le disait Jacques, effectivement, il y a d'autres entreprises qui sont référencées mais qui ne fournissent pas forcément ce service-là avec une vraie valeur ajoutée. Il faut vraiment personnaliser en fait son service. Et à partir de ce moment-là, derrière, bien évidemment, il faut avoir un peu d'appui. Il faut vraiment apporter, c'était dans le cadre de mon activité en tant que cabinet de recrutement, des profils très particuliers qu'ils n'arrivaient pas à trouver par rapport à des cabinets de recrutement qui avaient pignon sur rue. Et j'ai réussi effectivement à travailler avec le groupe Thalès, du fait que j'ai trouvé le premier profil difficile, le deuxième profil difficile, le troisième profil difficile, ce qui a quand même duré
pas loin de 2 ans. Donc ils ont recruté, on leur a fait recruter 12 personnes. Et un jour, j'ai eu un coup de fil du siège de la Défense, des achats centrales, qui m'ont dit, écoutez, on a vraiment eu des informations pertinentes sur votre façon de travailler, votre proposition de prix, votre efficacité pour trouver les bons profils. Il serait peut-être temps qu'on se mette autour d'une table pour discuter du référencement. Et donc j'ai été référencé 2 ans après. Alors, bien évidemment, ça demande un exercice de prospection permanente, c'est-à-dire qu'il faut être présent tout le temps, il faut essayer de découdre toute l'organisation, parce qu'en plus, ce qui est difficile, c'est que les organisations dans les grands groupes bougent, en général tous les 2 ans, mais en même temps, ça peut être intéressant pour les TPE-PME, parce qu'on s'adresse avant tout à des individus. Les individus bougent d'une entité à l'autre, mais à partir du moment où on continue à conserver le contact avec la personne avec qui on a vraiment créé une vraie relation, si on ne signe pas à droite, on signera à gauche, à partir du moment où on accompagne en permanence la personne. Donc c'est quand même un travail de longue haleine. Il faut trouver des gens de confiance, il faut se faire aider. Et puis voilà, il faut prospecter, donc avoir en permanence... savoir ce qui se passe, essayer de trouver le bon point d'ancrage. Ça, c'est essentiel. Après, en général, les achats suivent. Des fois, j'ai eu des vétos aussi sur des affaires qui avaient avancé sans pouvoir avoir le bon de commande. Mais bon, on s'est débrouillé autrement. Je voulais ajouter un point, c'est que nous, il faut quand même qu'on fasse, dans les grands groupes, faire attention au taux de dépendance. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité à votre égard. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, ça fait bien joli et tout ça devant la caméra, dans les journaux. Alors moi, pour Crédit Agricole, on a signé avec tel TPE. C'est pas que ça. Moi, mon travail derrière, il est aussi de faire en sorte que demain, si on stoppe le contrat, que vous ne vous retrouviez pas en liquidation parce que vous avez perdu le seul marché que vous ayez. Le but, dans le cadre de la politique, en tout cas du groupe Crédit Agricole, c'est aussi d'accompagner les TPE et les PME lorsqu'ils sont référencés avec qui on va travailler, pour que justement ils développent ces parts de marché afin qu'on n'ait pas un taux de dépendance exponentiel. Alors, il m'est arrivé de demander des dérogations, ce qui a été le cas dans le cadre de la conciergerie, parce que le taux de dépendance était énorme. Et sinon, normalement, dans le cadre de la politique du groupe, je n'avais pas le droit de consulter ces TPE et PME. Forcément, puisque le volume d'affaires là était important. J'ai eu la dérogation parce qu'effectivement, on a, dans le cadre de mon groupe, cette politique de faire appel aux locaux, aux TPE et aux PME. Mais voilà, ça voulait dire s'impliquer derrière pour, lorsqu'on référence, s'ils gagnent le marché, et ils sont référencés, c'est de les accompagner justement pour qu'ils gagnent des parts de marché. On a aussi quand même cette responsabilité où il faut quand même, si on fait bien son travail, le but, c'est pas juste de signer en disant, voilà, j'ai atteint mes objectifs, ok, super, j'ai ma petite prime, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, j'ai fait mon travail et derrière, tant pis, demain, j'annule le contrat, on dénonce, on ne reconduit pas et on met plusieurs personnes à la rue. Donc il y a aussi cette responsabilité qui, à mon sens, et dans le cadre du groupe Crédit Agricole, est importante. Ouais. Moi, je voudrais vous ajouter que dans l'histoire que je raconte sur la mécanique à Rambouillet, on suivait l'entreprise. C'est-à-dire qu'on faisait des audits. Le terme audit est un terme qui veut dire j'aide les gens. Il ne veut pas dire je leur donne des claques. Il veut dire j'aide les gens. Donc on faisait des audits chez la personne et on lui proposait, on lui disait tu devrais modifier ci, tu devrais modifier cela. Ensuite on établissait des liaisons informatiques pour qu'ils puissent travailler en direct avec l'usine. Donc on travaillait avec eux et on avait bien l'intention qu'ils continuent à vivre. Et qui continuent à vivre, parce que s'ils ne pouvaient pas vivre, nous, on serait plantés. Et il y a un peu de réciproque quand même dans l'histoire. Donc, on travaillait avec on aidait les entreprises. Et les 3 qui étaient aux manettes dans cette entreprise étaient d'accord de faire. Et après, ils ont été référencés. Oui, après. Je voulais rajouter aussi une chose, c'est que le référencement, quand on nous demande si on est référencé, c'est souvent une
C'est souvent une phrase qu'on nous donne tout de suite. Ah, vous savez, si vous n'êtes pas référencé chez nous, ça va être difficile. C'est une objection, comme toutes les objections. En termes de technique de vente, on a toujours ce type d'objection-là. C'est une objection comme une autre. En fait, il y a un certain nombre de métiers où on ne peut pas être référencé parce qu'on ne fera jamais assez de chiffre d'affaires pour l'autre. Parce que si on demande aux acheteurs d'étudier tous les dossiers de 5 000 ou de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, quand on est une TPE et qu'on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires avec un client, on est super content. Ben oui, sauf que 10 000 euros, c'est pas assez peut-être pour être référencé. Donc, quand on nous dit vous l'êtes pas, c'est pas grave. Justement, il faut juste avoir en face l'argument qui va bien en disant pourquoi justement on l'est pas. Et la raison pour laquelle on l'est pas, c'est peut-être parce que tout simplement on est sur une activité tellement micro-niche qui va faire que les acheteurs vont pas avoir le temps de traiter notre dossier. Mais c'est pas pour autant qu'on pourra pas travailler, comme le disait monsieur tout à l'heure. Il y a des tas de petites entreprises qui arrivent à travailler avec des grands groupes. Donc, faut pas s'arrêter avec cette idée de est-ce que je suis référencé ou est-ce que je le suis ou est-ce que je le suis pas. Pardon. Alors par contre, donc je voudrais revenir, oui, n'oubliez pas de parler fort parce que... ouais. Je vais revenir sur la question que tout le monde se pose en disant, bon, c'est bien de travailler avec les grands comptes, on peut donc être référencé même si on est petit, mais comment je fais pour mettre le pied dans la porte et pour rencontrer la bonne personne? Après, ce soit la bonne personne qui a le bon besoin au moment où je peux le proposer, ça, c'est un autre problème, mais comment je fais pour rencontrer ces interlocuteurs, passer la barrière de la secrétaire, de l'accueil, ou tout court, enfin voilà, juste comment je fais ce pas-là, comment je rentre, comment j'y vais. Donc, je sais que tout le monde a des exemples sur cette question-là, donc Catherine? Je vais prendre la Parlez parole bien fort, notamment pour vous expliquer comment je suis j'ai été mis en contact avec Madame Sanchez. En fait, j'ai créé mon entreprise en 2013 et parmi les services de prestation aux salariés, je cherchais une masseuse, donc une personne indépendante. Et cette personne-là, non, c'était pas Madame Sanchez, mais vous allez voir que tout se regroupe en fait. Et cette personne-là, que j'ai recrutée comme prestataire, me dit ça serait bien de travailler aussi avec les grands groupes. Et moi, je peux vous dire que je suis une ancienne salariée du Crédit Agricole. Très bien. Comment rentrer en contact avec le Crédit Agricole? Je vais appeler mon ancien chef de service. Et mon ancien chef de service, et Mme Sanchez en est témoin, n'est autre que M. Jacques Boum, qui aujourd'hui est une personne qui a de grosses responsabilités sur le campus de Saint-Quentin, puis qui s'occupe de l'animation de tout ce campus au niveau animation salariée, intégration des nouveaux salariés sur le campus, puisqu'il y a aujourd'hui 2500 personnes qui vont arriver. Et elle a donc contacté M. Jacques Baum, qui m'a appelé. J'avais un tout petit bureau, je venais de m'installer, ça faisait 3 mois que j'existais. Il m'a dit ça serait bien qu'on se rencontre parce qu'on a un projet de conciergerie sur Saint-Quentin et ça m'intéresse de vous rencontrer. Et de fil en aiguille, M. Jacques Baum m'a préconisé de rencontrer les gens qui s'occupent de la responsabilité sociale de l'entreprise, de développement RSE, département RSE. Et ensuite, j'ai rencontré Mme Sanchez lors du forum business de proximité organisé par la CASCI. Et à la fin, c'est comme ça que j'ai été sollicitée pour répondre à l'appel d'offres. Ça ne s'est pas fait en un jour, hein. Ça s'est fait quand même en plusieurs mois, puisque j'ai démarré ma première rencontre en fin 2013 et Mme Sanchez a fait son appel d'offres en 2015. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques mois qui se sont déroulés avant qu'on puisse effectivement pouvoir répondre et aller collaborer, essayer tout du moins de collaborer. Mais je voudrais revenir sur une chose. Et après, je vais passer la parole à Christophe. C'est quel que soit le moyen d'entrée. Donc là, je suis rentrée par une toute petite porte. Mais je sais que la plupart d'entre nous, on n'a pas beaucoup de temps pour faire de la prospection. Mais c'est aussi important de faire de la prospection physique. Parce que la prospection physique, c'est pouvoir mettre un nom sur un visage. Et ça, il y a des entreprises qui sont très sensibles à ça. Alors la barrière de la secrétaire, oui. Souvent on l'a parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui sont externalisés, notamment les services d'accueil. Et là, on n'a pas forcément le nom, mais il faut persister. Et je n'ai pas été référencée au Crédit Agricole. Je ne travaille pas avec le Crédit Agricole, mais je fais part aujourd'hui de la manière de rentrer effectivement dans un grand groupe. Mais je travaille avec un autre groupe, qui est un groupe mondial. Ils sont 12 000 personnes. Et là, ce n'est uniquement que de la prospection physique. C'est-à-dire, je suis rentrée, j'ai donné ma plaquette, j'ai discuté, je n'ai pas eu le nom. Mais le groupe m'a appelé au bout de 2 ans, en me disant, voilà, aujourd'hui, on est prêt à mettre une conciergerie. Est-ce que vous pouvez venir nous voir?
Donc voilà, il y a plusieurs méthodes, hein, et essentiellement, et aussi le réseau. Et ça, le réseau, on n'en parlera jamais assez. Voilà. Donc je laisse la parole. Entre Bien sûr. le moment où vous avez déposé votre plaquette et 2 ans après, ils n'avaient pas la plaquette sous la main, vous Non. avez rappelé? Non, alors j'ai rappelé, mais j'ai eu aussi la chance d'appartenir à un réseau d'entrepreneurs, hein, donc le même que Christophe d'ailleurs, dont la femme faisait partie des salariés de l'entreprise. Donc ça facilite les choses. Donc à force de savoir que le mari appartient à un réseau et que la conciergerie appartient à tel réseau, etc. Mais en priorité, et là il n'y a pas d'appel d'offres, hein, c'est du direct. Donc voilà, ça revient un peu à ce que disait Madame Sanchez tout à l'heure. Il n'y a pas que des appels d'offres, on peut aussi rentrer par une autre porte. Voilà. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. On entend aussi beaucoup parler d'actions, de démarches où on va avoir un grand compte en co-traitance. Les marchés publics. Vous en parlez après ? C'est la table ronde après. D'accord. Mais juste, je fais un petit, même qui est appel d'offres ou pas, marché public ou pas, mais l'histoire de co-traitance ou même d'être sous-traitant. Et des fois, on peut être sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant. Alors on se dit que comme ça, on va passer. Je ne suis pas très partisan de ça parce qu'il y a un moment donné, quand on a mangé la marge, parce que chacun prend une petite marge, c'est normal, hein, c'est le coût de la... Enfin, il y a des coûts par rapport à une sous-traitance. Bah, il y a un moment donné, quand on est le 5e, il ne reste pas forcément grand-chose. Ça, c'est la première raison. Et l'autre chose, c'est que d'un point de vue administratif, ça peut être aussi extrêmement lourd. Alors, si on n'a déjà pas beaucoup de temps, bah, au moins essayons d'en avoir pour justement faire de la prospection, comme vous disiez, en face à face, directement sur le terrain. Je connais une petite entreprise comme ça qui faisait plutôt table d'hôte et chambre d'hôte à côté d'un gros client que j'ai en région lyonnaise. Ils ont été poussés la porte de ce gros industriel. Le jour où ils ont fait ça, ils ont explosé leur chiffre d'affaires parce qu'ils avaient effectivement une prestation à valeur ajoutée que n'avaient pas d'autres restaurants ou hôtels un peu plus classiques qui étaient peut-être trop proches. Mais voilà, il y a aussi ce côté-là en fait. Le bon sens est le plus simple. Souvent, ça marche mieux. Effectivement, ça prend du temps et de l'énergie, mais peut-être plus efficace. On n'aime pas les sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants, hein, je vous le dis. Voilà, vous n'aimez pas En ça, général, on n'aime pas ça. Donc je me dis, autant aller voir le dernier sous-traitant. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt du sous-traitant. Donc, comme maintenant, moi, dans les contrats cadres, je mets 1, ils doivent me le notifier, 2, je dois donner mon accord. Donc, au bout d'un moment, je me dis, bah, s'il sous-traite et il sous-traite, alors soit c'est parce qu'il n'est pas capable d'absorber mon volume, donc on va peut-être revoir le contrat, d'accord ? Soit je vais signer avec celui qui le fait. Je veux dire, ça ne sert à rien de passer par passer. Puis je suis sûre que moi, je vais gagner en termes de prestations, de qualité, etc., de communication. Je vais voir le final. Enfin, voilà, c'est comme ça que je... Vous n'êtes pas tout seul à agir comme ça. Il y a plein de grands comptes qui finissent par vous dire mais je comprends pas. Non, c'est parce qu'on a une responsabilité. S'il y a un souci, je suis responsable. Et donc, je me dis, ah mais oui, mais c'est sous-traité. Ah non, mais tu devais le savoir. Donc, de toute façon, voilà, voilà, c'est important de savoir que, bon, en tout cas, moi, j'aime pas ça. Je suis là. Non, puis pour nous, c'est mieux aussi parce qu'on maîtrise directement le client et on comprend mieux ses besoins. En fait. On est en aveugle. Sinon, il y a des filtres. Je voulais revenir sur l'aspect réseau. En fait, vous êtes un réseau puisqu'on était qu'avec des femmes, mais le premier réseau, c'est soi-même. À côté, on a des enfants, on a des parents, on va au club de foot, on va au squash, en fait, on voit plein de monde, tout le temps. Moi, quand j'ai créé ma boîte il y a 7 ans maintenant, le premier truc que j'ai fait, c'est que je l'ai annoncé à tout le monde, que je créais ma boîte. Et derrière, je disais, mais t'as pas un contact, tu connais pas quelqu'un dans une boîte, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux développer. Il y a toujours eu quelqu'un qui m'a dit, ah oui, je connais machin chez MBDA, ou je connais, ah oui, lui, je peux lui passer ta carte de visite, etc. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Alors, ça prend un certain temps, ça va pas toujours très très vite, mais dans un premier temps, c'est un peu comme le commerce, on essaie de le faire affectivement déjà. Donc, ce qui est affectif, c'est la proximité. Ensuite, on rentre dans des cercles un peu plus larges. Bon, vous, c'est le cas, tout entrepreneur au féminin. Nous, on est à Convergence, on a une autre dimension parce que là, on est un ensemble de TPE, de PME. Et puis après, on croise les réseaux.
Donc on a des gens qu'on se voit 1 heure, un jour, on fait connaissance. Ben voilà, on a un nouveau contact. Un jour, il va arriver le fait de dire, bah tiens, je cherche quelqu'un qui fait ça. Ah bah tiens, je vais appeler Catherine. C'est sa spécialité. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Le plus difficile, c'est de le mettre en route. C'est ça. Mais il faut démarrer déjà par les gens qui sont en proximité immédiate, parce qu'eux, ils vont se décarcasser pour vous trouver les bonnes clés. Et puis après, ben, il faut entretenir les relations, les agrandir. Et puis effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est long, c'est très long. Des fois, on est un peu en attente, on se dit quand c'est qu'il va arriver le premier business. En général, quand on démarre une boîte ou une activité, on a toujours une idée dans la tête des cibles clients. Et en général, les 2 boîtes que j'ai montées par rapport aux idées que je me faisais au départ, en fait, je faisais du business avec les boîtes auxquelles je ne pensais même pas. Ça aussi, il faut essayer de tout exploiter et surtout de se servir de son réseau. Et tout le monde a un réseau, que ce soit sportif, extra-professionnel. Même quand on roule en Harley-Davidson, hein, il y a toujours des gens qui travaillent. Et donc derrière, on peut tisser du réseau. Hein, Jacques? Nous, on s'est connus par le réseau aussi. Voilà. On me dit qu'il nous reste donc 5 minutes. Je pense qu'on a déjà couvert pas mal de points, mais peut-être du coup, je vais peut-être vous laisser, si vous avez des questions. Oula, ça y est, voilà. 1, 2, 3. Par contre, on n'a que 5 minutes, donc. Ouais, très rapide. Bonjour, moi je viens d'un grand compte, je suis maintenant toute seule, je suis consultante. J'ai une mission pour un grand compte étranger qui va approcher un grand compte français. Donc c'est le témoignage que je voulais apporter, c'est qu'on peut faire l'intermédiaire et je confirme le réseau. Pourquoi ils m'ont choisi? Parce que j'ai le réseau, je connais les personnes chez ce fameux prospect qu'ils souhaitent approcher. Voilà, alors ma question par contre est un petit peu différente. J'ai bien compris que quand on a un avantage concurrentiel technologique, je pense surtout au B2B, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau qui permet d'apporter de la valeur ajoutée. Quand on ne l'a pas, qu'il y a déjà un concurrent qui est en place, qui est déjà bien installé, qu'est-ce qui fait qu'un acheteur va basculer sur éventuellement sur un nouveau fournisseur? Après, il reste le prix. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que ça? Et quel serait le delta en termes de prix qui fait qu'un grand compte serait prêt à changer de fournisseur? Petite question, merci. Alors, c'est pas faux, mais il n'y a pas que le prix chez nous, hein. Moi, je vais au mieux 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, dans une consultation grosse ou petite, je crée une grille de notation sur la base d'éléments du cahier des charges, donc que mon prescripteur a demandé, des points importants. Donc il y a la qualité de la prestation, le type de prestation, et il va y avoir une note. Et en fonction, effectivement, le prix, mais la pondération, c'est pas forcément, je mets pas 80% sur le prix et 20% sur la note. Déjà, il y a le développement durable, Crédit Agricole, c'est minimum 10% de la note. D'accord? Donc vous êtes là, on est déjà là-dessus. Après, sur ces 90%, eh ben, en fonction de la prestation, si c'est du service ou autre, je peux me retrouver avec 30% sur le prix et du coup 60% sur la qualité de la prestation, le type de prestation, la spécialité. Donc parfois, il arrive, et c'est arrivé, que ce n'est pas forcément le moins cher qui remporte le marché. Mais parce que c'est un ensemble. On est vraiment dans le mieux disant. C'est-à-dire que des fois, à pas cher, on n'a pas forcément ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Et là, c'est le cas, hein. La conciergerie, en l'occurrence, n'était pas le moins cher qui a remporté le marché. Ni même le second. Donc pour vous dire. Parce qu'on était dans de la prestation aux collaborateurs. Donc c'était un point important. Bon, voilà. Donc c'est voilà. Après, à prestation égale, effectivement, on ne va pas se leurrer le prix, quoi. Parce qu'on est dans une conjoncture où moi, j'ai comme objectif de quand même faire gagner de l'argent à mon groupe. Donc si j'arrive, je mets 1 million et puis derrière, il y a 500 000, on va me dire, pourquoi 1 million? Il va falloir que j'ai les gros arguments quand même, hein, pour que finalement, à la direction, mes préconisations passent. Donc il ne faut pas se leurrer, il y a quand même effectivement l'élément prix qui rentre en compte, mais pas que, hein, vraiment. Donc là, c'est en fonction de l'appel d'offres.
La pondération, c'est en fonction de l'appel d'offres et du cahier des charges. Il reste 1 minute pour une question. Petite, vas-y. Oui, c'est en lien avec la table ronde précédente sur le choix de statut. Est-ce qu'il y a des statuts qui sont rédhibitoires? Et au contraire, quand vous parliez de taux de dépendance, est-ce que le fait d'être en portage salarial, par exemple, vous rassure? Parce que du coup, il n'y a pas de qui la porte, etc. Alors oui, forcément, ça peut rassurer dans un certain nombre de cas, mais je vous dis, moi, j'ai eu des dérogations relativement facilement sur une entreprise qui était juste créée, une qui sortait de liquidation. Donc c'est possible, mais effectivement, faut insister. Et après, ça dépend de l'interlocuteur que vous avez, j'ai envie de dire de l'acheteur, effectivement, et de l'investissement. Nous, dans le groupe Crédit Agricole, l'avantage, c'est que c'est vraiment une politique qu'on doit suivre. Bon, là, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de prêts parce qu'ils prêchent une convaincue là-dessus dans cet accompagnement. Faire appel aussi à des sociétés, des entreprises adaptées ou des ESAT. Voilà, on essaye systématiquement. On a fait un speed meeting avec uniquement des TPE et des PME. Et là, l'objectif sur une prestation, il fallait qu'ils apportent une innovation. Moi, j'en ai retenu un certain nombre. C'est-à-dire qu'on était obligé d'en retenir au moins un par périmètre. Moi, j'en ai retenu plusieurs. J'ai pour obligation un prochain appel d'offres ou petite consultation, on va dire consultation. Pas toujours, on n'a pas toujours les appels d'offres de 25 millions ou des choses comme ça. De consulter forcément ces entreprises. Là, en l'occurrence, je ne vais pas consulter. Je vais fortement recommander cette entreprise à la société qui a remporté l'appel d'offres conciergerie pour qu'ils fassent appel. Comme je leur recommande fortement, c'est là où j'ai pris toutes les cartes, ils doivent, et c'est dans le cahier des charges, faire appel à des artisans et des prestataires locaux. C'est obligatoire. Et s'ils ne le font pas, ils doivent le justifier. Moi, je suis persuadé d'autre chose. Je suis persuadé qu'il faut, rendre un service, c'est déjà ce que j'ai dit. Et 2, c'est toujours le mieux-disant. Le mieux-disant, ça ne veut pas dire le moins cher. Troisièmement, celui qui rend le service, il rend le service à 2 personnes, qui sont 1, l'acheteur, et 2, l'opérationnel. Donc, c'est l'opérationnel. Il y a un binôme à convaincre. Et quand l'opérationnel il est convaincu, il fera des pieds et des mains pour que ça marche, si vous avez rendu service. Voilà mon résumé de l'histoire. Que ça soit une auto-entrepreneur, que ça soit une SARL, que ça soit une SAS, que ça soit tous les libellés que vous voulez bien inventer, c'est tout pareil tout ça. Et bon, voilà, j'ai pas à dire grand-chose de plus. La porte d'entrée, parce que c'est ce qui vous intéresse, porte d'entrée, c'est pas forcément les directeurs. Parce que là, l'assistante, elle va vous raccrocher, il en a 25 000. Donc c'est les acheteurs. Enfin, moi, je sais que j'en ai et je garde les cartes. Et il y en a un, je les reçois régulièrement, là sur de la logistique ou des expéditions ou du routage ou autre. Je les ai rencontrés, ils m'envoient les prêts et après, je les garde. Et quand j'ai un appel d'offres, je ressors ça, voire des fois, je les re-rencontre parce ils sont diversifiés, ils ont amélioré certaines prestations ou augmenté type de prestations. Voilà, on se fait notre petite répertoire de prospects, de futurs, et les prescripteurs, effectivement, donc les opérationnels. Souvent, moi, c'est un prescripteur qui soit va me dire « Tiens, je l'ai rencontré, il fait du bon boulot, ce serait bien que tu le consultes si… » Voilà, donc il ne faut effectivement pas hésiter. Voir, c'est ce que je disais, il y a une prestation un peu particulière sur des forums de communication et de formation du groupe Crédit Agricole. Ils avaient un besoin bien particulier et il y a juste une TPE qui leur a rendu ce service-là. Et donc, ils m'ont dit ce serait bien de les référencer. Je tergiverse pas, quoi. La prestation, elle est là, elle est bonne. Et effectivement, des fois, la problématique des grands groupes, pour nous, c'est qu'ils ont un standard. Dès lors que vous sortez du standard, on n'a plus la bonne prestation. Et c'est là où, effectivement, les TPE et PME peuvent se démarquer. Je crois que notre temps, malheureusement, est déjà imparti. Je tenais à remercier beaucoup les intervenants qui sont venus témoigner aujourd'hui. Et puis, merci à vous pour vos questions.